Bonjour, je m'appelle Jonathan No et bienvenue dans cette nouvelle capsule portant sur la lecture au collégial. Aujourd'hui, je vais montrer pourquoi et comment se poser des questions quand on lit un texte complexe. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire se poser des questions? Ça veut dire interroger le texte tout d'abord pour le comprendre. La pire erreur d'un lecteur non expert est de penser que pour lire un texte, on peut se contenter de lire chacun des mots qu'il compose. Lire un texte ne serait alors rien d'autre que d'avoir lu ces mots en entier. Si cette façon de faire peut à la limite être suffisante pour un texte simple, elle devient rapidement insuffisante lorsque la complexité du texte augmente un peu. On est alors porté nécessairement à se poser des questions. Si je lis un roman comme Harry Potter à l'école des sorciers, je peux me demander qui a offert une cape d'invisibilité à Harry. Pourquoi Harry n'a-t-il pas été tué par Voldemort? En cherchant les réponses à ces questions, je comprendrai mieux l'intrigue et les relations qui existent entre les personnages. Si je lis le livre L'erreur de Descartes du neurobiologiste Antonio Damasio, je peux me demander de quelle erreur est-il question. Pourquoi un neurobiologiste d'aujourd'hui met-il le nom d'un ancien philosophe dans le titre de son livre? La réponse à cette question va m'aider à comprendre quelle est la thèse soutenue par l'auteur et de quel point de vue il écrit son livre. Est-ce un livre de philosophie ou de science? On peut aussi interroger pour valider notre compréhension. Par exemple, si je lis le livre Contre la perfection de Michael Sandel, je peux supposer que l'auteur écrit un livre pour s'opposer à notre quête de perfection. Je peux alors me demander pourquoi quelqu'un voudrait écrire un livre contre la perfection. Il me semble que ce serait pas mal d'être parfait, non? Il me semble que c'est ce qui fait qu'on peut se dépasser. En recherchant la réponse à ma question, je pourrais valider ma prédiction quant à la thèse défendue par l'auteur, mais aussi valider ou invalider mon point de vue quant au fait que la quête de perfection est une bonne chose. Finalement, on interroge le texte pour s'engager dans notre lecture. Les questions qu'on se pose nous placent dans une attitude d'enquête qui nous rend proactifs pendant notre lecture. On ne lit pas seulement parce que c'est obligatoire, mais parce qu'on veut nous-mêmes trouver les réponses à nos questions. C'est ce qui fait la qualité des bons romans policiers. On veut savoir qui est coupable, qui sera la prochaine victime, comment le meurtrier sera-t-il attrapé ou au contraire, comment va-t-il s'en sortir. Si je reviens à ma lecture du livre Contre la perfection de Michael Sandel, je serai aussi plus motivé, plus intéressé et donc plus disposé à comprendre ce qui est écrit si je suis engagé personnellement dans ma lecture et que je réfléchis aux problèmes moi aussi. Si on se pose des questions, c'est nécessairement qu'on recherche des réponses à ces questions. Mais où se trouvent-elles? Tout d'abord, elles peuvent se trouver dans un passage spécifique du texte. Si je me demande qui a donné la cape d'invisibilité à Harry Potter, je vais chercher un passage dans lequel cette information sera donnée directement. Souvent, cependant, les réponses à nos questions ne se trouvent pas en un seul endroit et il faut donc regrouper différents passages du texte. Par exemple, si je me demande pourquoi Michael Sandel est contre la perfection, il est fort possible que les raisons se retrouvent à différents endroits dans le livre. Si je veux comprendre son point de vue, je dois donc rassembler les différents arguments qui sont peut-être présentés dans chacun des chapitres. Il arrive aussi que les questions qu'on se pose nécessitent non seulement de relier plusieurs passages, mais aussi une recherche extérieure à notre lecture ou une réflexion personnelle. Par exemple, si je veux savoir quelle est l'erreur de Descartes pointée par Antonio Damasio dans son livre, il est possible que la lecture de ce livre soit insuffisante. Compte tenu du fait que l'auteur est un neurobiologiste et non un philosophe, il nomme Descartes comme un élément de la culture générale et il suppose que le lecteur le connaît déjà minimalement. Si ce n'est pas mon cas, je dois alors chercher ailleurs. Il se peut même que je ne sois pas d'accord avec l'auteur et que, selon moi, Descartes n'ait pas fait d'erreur, ou en tout cas pas cette erreur en particulier. Finalement, certaines réponses à mes questions se retrouvent seulement en moi ou ailleurs. Par exemple, si je me demande avec Michael Sandel si la perfection est une mauvaise chose, la réponse à cette question ne dépend que de moi et non plus du point de vue de l'auteur, même s'il peut être utile à ma réflexion. Attention, une question de type « que signifie ceci » n'applique pas la stratégie de questionnement, mais plutôt de clarification. Prenons un exemple de texte philosophique. Supposons que je suis en train de lire un texte qui s'intitule Éthique à Nicomaque, écrit par Aristote. Je lis ceci. De même en effet qu'un flûtiste, un sculpteur, tout artiste et globalement ceux qui ont un certain office et une action à exécuter semblent trouver dans cet office leur bien et leur excellence, de la même façon on peut croire que l'homme aussi se trouve dans cette situation, si tant est qu'il ait quelque office. Serait-ce donc qu'un menuisier et un cordonnier ont des offices et des actions à exécuter, alors que l'homme n'en aurait aucun et serait naturellement sans fonction? Ou bien peut-on poser qu'à l'exemple de l'œil, de la main, du pied, et en somme chacun de ses membres, qui ont visiblement un office, l'homme aussi en a un, à côté de ceux-là? Alors que peut-il donc bien être? Tout d'abord, comme le mot « office » signifie « fonction » ou « rôle à remplir », je comprends que l'auteur affirme ici que l'être humain a une fonction de la même manière que n'importe qui a une fonction sociale en particulier, un musicien ou un artiste par exemple. Mais ici, je me pose des questions. Le texte cherche-t-il la fonction de tout être humain, ou bien de la majorité, ou bien des meilleurs?
Aussi, je comprends comment un musicien, par exemple, a une fonction à remplir, ne serait-ce que par le nom de son occupation. Mais comment déterminer une fonction qui pourrait s'appliquer à tous si c'est bien ce que cherche Aristote? Et comment peut-on comparer la fonction d'un homme à la fonction d'un organe? Je poursuis donc ma lecture. Vivre, en effet, constitue manifestement un office qu'il a en commun même avec les plantes. Or, on cherche ce qui lui est propre. Il faut donc écarter la vie nutritive ou de croissance. D'autre part, il y aurait à sa suite une certaine vie sensitive, mais manifestement, elle aussi est commune au cheval, au bœuf et à tout animal. Ici, je me pose une question. Aristote rejette la croissance, la nutrition et le plaisir des sens, c'est-à-dire la survie et le plaisir en un certain sens, comme fonction de l'humain parce qu'il les partage avec les plantes et les animaux. Mais est-ce que cela signifie que ce ne sont pas des fonctions de l'humain, ou bien seulement que ce ne sont pas les plus importantes? Je poursuis. Reste donc une certaine vie active à mettre au compte de ce qu'il y a de rationnel, c'est-à-dire ce qui, d'un côté, obéit à la raison et de l'autre, la possède et réfléchit. Mais vu qu'il y a deux façons d'entendre cette vie aussi, il faut poser que c'est la vie en acte, car c'est elle principalement qui semble entendue. Aristote affirme donc que la fonction de l'humain est d'exercer la pensée rationnelle. Mais que faire des personnes qui n'en ont pas ou peu? On n'a qu'à penser à des personnes qui ont de lourds handicaps intellectuels ou des dommages cérébraux importants. On ne devrait donc pas les considérer comme des humains au même titre que les autres? Une personne qui exerce davantage sa raison serait plus humaine ou un meilleur être humain? Je termine donc ma lecture. Mais si le Fils de l'homme est l'activité rationnelle de l'âme, ou une activité qui n'est pas sa raison, néanmoins nous soutenons qu'un même office, je veux dire un même genre d'office, appartient à tel individu et à son homologue vertueux, par exemple au citariste et au bon citariste, et il en va donc ainsi absolument dans tous les cas. La supériorité conférée par la vertu s'ajoutant à l'office, car celui du citariste est de jouer de son instrument, mais s'il est bon, c'est d'en bien jouer. Ce passage semble répondre à la dernière question que je m'étais posée. Oui, une personne qui pense de manière plus rationnelle sera considérée meilleure, plus vertueuse, qu'une personne qui ne le fait pas, selon Aristote. Mais est-ce que je suis d'accord avec ce point de vue? Je dois poursuivre ma lecture pour approfondir ma réflexion. Si vous voulez en découvrir davantage sur les autres stratégies de lecture, vous pouvez regarder les autres capsules vidéo qui leur sont consacrées. Merci beaucoup et bonne lecture.